Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 44 le 28 juin 2025 et Francophonie Avenir la mettra en ligne dans quelques jours. En effet, désormais, entre moi et l'association québécoise Impératif Français, le divorce est consommé. Comme vous avez pu le voir, Alexia Cuccarella, la nouvelle directrice d'Impératif Français, a refusé de publier ma vidéo numéro 43. Et je remercie ici chaleureusement M. Régis Ravat, qui a créé l'association Francophonie Avenir et qui m'a immédiatement offert un hébergement sur son site en remplacement de celui que je venais de perdre. Je n'ai obtenu à ce jour qu'une seule explication de la part d'Alexia Cuccarella, à savoir qu'elle n'approuvait pas l'aspect politique de mes vidéos. L'ancien président d'Impératif Français, Jean-Paul Perrot, a apparemment été mis sur la touche et n'a plus aucune influence au sein de cette organisation qui reçoit maintenant des subventions non négligeables du gouvernement du Québec, puisque sa nouvelle directrice m'a déclaré qu'elle est salariée à plein temps. Bien que je n'ai pas d'informations très précises à ce sujet, il me semble que l'association Impératif Français s'est fait acheter par le gouvernement du Québec, qui, dès lors, lui impose une ligne éditoriale stricte. Bien que mon but se limite à la langue, les politiques linguistiques sont évidemment dans ma ligne de mire. En dénonçant certaines politiques linguistiques, on peut bien évidemment deviner certaines de mes positions politiques qui, bien évidemment, peuvent ne pas plaire à tout le monde. Je suis également un sympathisant déclaré de l'UPR, l'Union populaire républicaine de François Asselineau, qui s'est préoccupé du sort de la langue française puisqu'il avait organisé un colloque en 2013 à Paris à propos du projet de loi Fioraso. Comme vous le savez peut-être, la loi Fioraso entérinait le droit des universités à offrir une partie de leur cursus en anglais pour, prétendument, attirer davantage d'étudiants étrangers en France. Suite à un entretien en duplex avec François Asselineau, qui fut publié sur le site de l'UPR, je fus nommé délégué UPR pour la francophonie et je suis censé m'occuper de langue française et de francophonie au sein de l'UPR. C'est ainsi que je fus récemment convié par l'UPR à participer à une manifestation qui se déroula à Nice le 29 mai à l'occasion du 20e anniversaire du référendum de 2005 qui vit le rejet du traité établissant une constitution pour l'Europe par une majorité de Français. Comme on le sait, 2 ans plus tard, ce même traité, à peine modifié, renommé traité de Lisbonne, fut ratifié par voie parlementaire. La manifestation de Nice avait pour but de protester contre cette forfaiture et en ce qui me concernait, on m'avait demandé de couvrir le volet linguistique de cette protestation. J'ai donc prononcé un petit discours que je vais résumer ici. J'y ai décrit mon activité comme étant un combat pour le français. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il existe en France des forces visant à combattre la primauté du français, de la langue française en France. Cela peut surprendre, puisqu'en France, on est censé parler et échanger en français. Cependant, c'est voir là seulement la surface des choses. Dans un premier temps, j'ai évoqué la publicité, dont la moitié des slogans est en anglais. On peut remarquer aussi que notre langue a été quasiment exclue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Notre langue est désormais exclue par les autorités de l'Union européenne, alors que la France en est l'un des membres fondateurs, et Paris doit communiquer en anglais avec Bruxelles la plupart du temps. J'ai fait remarquer que notre pitoyable président de la République ne rate pas une occasion pour s'exprimer dans un anglais approximatif dans le cadre des événements internationaux qu'il organise à Paris, comme le Choose France. Comme si notre langue était devenue marginale sur la scène mondiale, alors que d'après le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, ce monde francophone vient de dépasser, en termes démographiques, l'ensemble de l'Union européenne.
En France, si vous envisagez de faire des études d'ingénieur ou même des études médicales, vous ne pourrez pas décrocher votre diplôme si vous ne réussissez pas un test en anglais. Cela même si vous ne désirez nullement poursuivre une carrière à l'étranger. Même si vous êtes excellent en sciences et en technique, vous devrez impérativement obtenir une note minimale à ce test d'anglais pour décrocher votre diplôme. Autrefois facultatif, le test est devenu obligatoire et éliminatoire. Si vous êtes professeur au niveau universitaire et que vous voulez faire une communication dans le cadre d'un colloque se déroulant en France, l'usage du français sera exclu la plupart du temps. Si vous voulez publier un article décrivant une de vos trouvailles, il faudra le faire en anglais, car si vous le faites en français, cela ne sera même pas pris en compte dans les évaluations de votre hiérarchie. La France verse plus de 25 milliards à l'Union européenne et en reçoit en retour 17 milliards. Cet argent inclut, par exemple, les octrois de recherche pour les universitaires. Mais si on veut en profiter, il faudra en faire la demande en anglais. L'Union européenne a aussi des programmes de soutien à la recherche et au développement à l'extérieur de l'Europe, en particulier avec les pays francophones. Mais là encore, tout doit impérativement se dérouler en anglais. Récemment, et pour ceux qui me suivent, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente, le journal anglais The Telegraph a publié un article dans lequel il se moquait du changement d'appellation de la Française des Jeux, ou FDJ, en FDJ United. Cette fois-ci, c'est donc un article du Télégraphe qui se moque ouvertement des Français en affirmant qu'il s'agit là de l'invasion anglophone la plus grotesque et idiote que subit la France et que les Français, cette fois-ci, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors que le capital de FDJ United est détenu à 72% par le gouvernement français, on peut difficilement s'en prendre aux anglo-saxons pour cette décision de les singer dans le cadre d'une entité strictement franco-française. Les Français recueillent ainsi les lazzi et les quolibets tout à fait mérités des Anglais qui n'en attendaient pas moins pour se moquer d'eux. La thèse du complexe d'infériorité est avancée. Pourquoi tous ces Français, qui sont censés être si arrogants, si sûrs de leur culture et de leur histoire, passent-ils leur temps à angliciser leur vocabulaire ? Bien sûr, il s'agit du profond mépris éprouvé par les Anglais vis-à-vis des dirigeants français, qui, bien évidemment, sont à la manœuvre. Le président Macron ne se rend absolument pas compte que, même si les anglo-saxons demeurent polis avec lui, en coulisses, il est considéré comme un collabo et est profondément méprisé par les élites étrangères, comme tous les collabos dont on se sert avant d'en avoir épuisé l'utilité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette anglomanie infecte aussi la francophonie institutionnelle. Il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé pour l'Agence universitaire de la francophonie au Vietnam. J'étais directeur d'un petit institut d'études supérieures en informatique à Hanoï, qui fonctionnait en français. Quand je suis arrivé à l'Institut, il y avait obligation pour les étudiants de suivre un cours d'anglais, langue étrangère. Curieux signal envoyé aux étudiants pour les encourager à découvrir notre langue et notre culture. Je me suis finalement fait virer parce que j'avais tenté d'empêcher les étudiants de faire des stages se déroulant en anglais dans les pays francophones du Nord, principalement en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de visiter le centre d'entretien et de réparation de l'armée de l'air à Cuers-Pierrefeu, qui est près de Toulon. Je me suis rendu compte que l'entretien et la réparation des aéronefs français impliquent en fait presque tous les pays de l'Union européenne dans le cadre de la mutualisation des ressources entre pays européens, mutualisation artificielle et forcée par les idéologues de l'Europe. Si on a besoin d'une pièce de rechange, il se peut qu'il faille la demander en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en Hollande. On rédige donc une réquisition en anglais et on reçoit la pièce quelques semaines après. Le système est donc conçu pour forcer tous les ouvriers et tous les cadres à utiliser l'anglais. Les délais que ce système entraîne varient entre 3 mois et 3 ans pour l'entretien d'un simple hélicoptère.
Je vous laisse imaginer ce qu'un tel système entraînerait si la France se retrouvait en situation de guerre véritable, ce qui rend encore plus ridicule les rodomontades de Macron à propos de la Russie. Cela ne se limite pas à l'entretien des matériels militaires. Jean-Louis Cuisinier s'est fait connaître en tant que porte-parole du collectif intersyndical pour le droit de travailler en français en France, car beaucoup de sociétés imposaient l'usage de l'anglais à leur personnel. N'oublions pas que les Américains ont imposé aux sociétés françaises des rapports d'activité en anglais et qu'elles doivent également se soumettre aux règles de la comptabilité anglo-saxonne, puisque beaucoup de sociétés françaises sont dominées par leur actionnariat états-unien. Il faut aussi mentionner le fait que l'anglomanie déborde également sur la culture et les comportements. Une partie significative des films français sont fortement inspirés par les productions américaines. En 2025, on ne compte plus les enfants français que leurs parents ont affublés de prénoms anglo-saxons. Un de mes fils a un ami qui vient de nommer son premier-né Harrison, parce qu'il est un grand admirateur d'Harrison Ford, qui est particulièrement connu pour avoir tourné dans la Guerre des Étoiles et aussi pour avoir incarné Indiana Jones dans une autre série. Or, le fils de l'ami de mon fils va vivre en France, et mon fils se demandait si le nom Harrison, forcément mal prononcé par les petits Français, n'allait pas se transformer en hérisson, source d'un nombre infini de plaisanteries ultérieures au sein de l'école. Nous voyons désormais les jeunes diplômés français singeant les anglo-saxons lors des cérémonies de remise de leurs diplômes avec leurs chapeaux et leurs toges et en se conformant à une tradition qui n'a rien à voir avec celle des écoles françaises traditionnelles. Ce que je fais, mon âne le refait. Comment les étrangers peuvent-ils nous considérer autrement qu'une simple colonie spirituelle des États-Unis ? La langue française a servi comme facteur de cohésion de la société française dans l'espace national et dans la transmission dans le temps de notre patrimoine littéraire et scientifique. Il est clair que ce qui est à l'œuvre ici est un effort de dislocation du pays qui s'appelle France. Pourquoi les nouveaux arrivants, immigrants, voudraient-ils s'intégrer dans la société française quand les Français eux-mêmes ne respectent plus les facteurs principaux de la cohésion nationale, c'est-à-dire leur langue et leur culture? Cela n'est pas unique à la France, car les mêmes phénomènes se produisent dans la plupart des pays du continent européen. En parallèle, nous assistons à une dégradation voulue de l'enseignement à l'école. En français et en mathématiques, la rigueur des enseignements d'autrefois a disparu, ce qui a eu pour conséquence, pour les jeunes générations, l'apparition de difficultés pour formuler une argumentation rationnelle, une perte du sens critique et un abêtissement général. Cela explique en grande partie que les populations françaises et européennes gobent beaucoup plus facilement les idéologies du moment et les pénuries organisées. Énergie hors de prix sous couvert de la politique zéro carbone, désindustrialisation, injection vaccinale à effet secondaire invalidant, appauvrissement général, ce qui a finalement pour but de faire les poches des Français pour enrichir quelques petits malins, souvent milliardaires. Enfin, je voudrais ici faire quelques remarques un peu techniques concernant la nature totalement artificielle de l'évolution actuelle du français sous l'influence des médias, du monde de la publicité, des autorités gouvernementales et du ministère de l'Éducation. La régression du vocabulaire et de la grammaire ne saurait être considérée comme un phénomène d'évolution naturelle, dans l'acception généralement donnée à ce mot. Sa résultante, la régression de la langue, va en effet en sens inverse de la notion même de progrès de l'espèce humaine. Quant à sa forme supérieure, la perversion des mots, elle est l'acte antinaturel par excellence. Le triomphe du franglais en est une caricature, et le français régresse, non pas au profit d'une autre langue structurée, qui serait l'anglais ou l'américain, mais devant un sabir dont la structure nous fait reculer de plusieurs millénaires dans l'évolution de l'intelligence, et qui ronge d'ailleurs tout autant l'anglais. Le franglais actuel présente les mêmes caractéristiques que le sabir, et s'il envahit notre langue, il a d'abord été une dénaturation régressive de l'anglo-américain.
Ce qui est sans précédent, répétons-le, c'est que la forme régressive prend le pas sur la forme structurée. L'histoire présente d'innombrables exemples de dialectes déplacés par des langues plus structurées, presque toujours support de civilisations supérieures. Or, l'invasion du franglais et du basic English est exactement l'inverse. Il faut dès maintenant tordre le cou à un mensonge qui est complaisamment véhiculé, celui que toute langue qui n'intègre pas de mots nouveaux est une langue morte, ou qui le sera dans un avenir proche. Cette assertion a falsifié le constat de la linguistique. Le sabir franglais n'est pas en effet du français ni de l'anglais, enrichi du vocabulaire de l'idéologie dominante, mais une simple bouillie de langage qui corrode et dissout les langues d'origine, celles des cultures d'où est issue cette idéologie. Il est évident qu'une société avancée ne peut subsister si elle tolère la régression du langage qu'elle utilise. Voilà en résumé ce que j'ai dit à l'occasion de cette manifestation de Nice du 29 mai et que je n'ai pas pu relater dans ma vidéo numéro 43, puisque le 29 mai, cette vidéo numéro 43 avait été enregistrée et montée depuis longtemps. J'ajoute que si je m'étais cantonné à l'imparfait du subjonctif ou à la concordance des temps, mon hébergement chez Impératif Français aurait sans doute été conservé. Le mot d'ordre est donc de ne pas faire de vagues qui puissent déplaire au pouvoir du moment. Les fonctionnaires d'organismes tels que la DGLF-LF, c'est-à-dire la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, se gardent bien de secouer le cocotier en dénonçant les causes de la dégradation généralisée de notre langue. Ils se contentent à la place de diffuser des dictionnaires, des glossaires, des thésaurus, dans lesquels les mots anglais largement utilisés dans des domaines comme l'informatique sont traduits dans leur équivalent français. Ce travail est certes utile, mais il ne dénonce pas l'origine des dérives que nous constatons. C'est tout le problème des organismes subventionnés, car, sauf exception, celui qui subventionne restreint la liberté d'expression à son avantage, au mieux, et au pire, s'il répand délibérément de la désinformation. Je reprends maintenant le cours de l'actualité. La première nouvelle concerne le British Council, dont l'action est appuyée totalement par l'appareil étatique britannique. Alors que le British Council, pour les naïfs, serait simplement une école de langue anglaise, l'article qui s'affiche à l'écran décrit un rôle beaucoup plus profond et pernicieux. Ainsi, à travers l'enseignement de l'anglais, le British Council constitue une véritable agence de propagande à but politique, souvent subversif, ce qui a eu comme résultat que la Russie, prise ici à titre d'exemple, a interdit au British Council toute activité sur l'ensemble de son territoire. Ainsi, dans ce cas précis, toutes les cohortes de naïfs souhaitant apprendre l'anglais se retrouvent au milieu d'un mécanisme visant à déstabiliser les sociétés dans lesquelles ils vivent et travaillent au profit d'idéologies et d'orientations politiques éminemment déviantes par rapport aux valeurs traditionnelles que l'on cherche à bousculer et annihiler. Dans des vidéos précédentes, j'avais déjà évoqué le sujet, mais il revient avec force sur la foi de documents très récents que je déniche au cours de mes investigations. La deuxième nouvelle est l'opposition de la Société de linguistique états-unienne à l'édit du président Trump qui fait de l'anglais la seule langue officielle des États-Unis. Les États-Unis ont été créés par des populations migrantes qui parlaient de nombreuses langues différentes, quoique jusqu'aux années 70, 50% de la population pouvait retracer ses origines aux îles britanniques. L'article qui s'affiche à l'écran présente une série d'arguments en faveur du multilinguisme, dont la promotion est souvent faite par des polyglottes qui représentent une très faible minorité aux États-Unis. En promouvant l'anglais, unique langue officielle, on devine l'intention de Trump qui est de diminuer l'importance des divers ghettos qui sont en progression constante depuis une cinquantaine d'années et à l'intérieur desquels les habitants peuvent vivre en autarcie linguistique presque complète, c'est-à-dire vivre, travailler et se distraire sans nécessité aucune de connaître l'anglais. Ghetto hispanique, ghetto vietnamien, ghetto arabe, ghetto polonais, etc.
Également, il s'agit pour Trump de supprimer toutes les versions en langues étrangères de documents officiels émis par le gouvernement fédéral et à usage interne au pays, comme les formulaires de déclaration de revenus, par exemple, ou les informations relatives aux candidats lors des consultations électorales, qu'il s'agisse du niveau fédéral ou de celui des États. Pour la Société de linguistique américaine, on pense plutôt à conserver une interface de communication avec le reste du monde non anglophone. Anthony Blinken parle le français, Alex Padilla, sénateur de Californie, parle l'espagnol, ainsi que Marco Rubio, ce qui s'avère utile quand il s'agit d'accomplir une mission au Panama, bien sûr. Par contre, il est facile de deviner qu'il existe une pénurie de russophones parmi les hauts fonctionnaires d'État, ainsi que de persanophones, vu l'état des relations avec les pays correspondants. Les États-Unis ne comprennent rien ou font semblant de ne rien comprendre à la Russie et à l'Iran, deux pays qui sont constamment présentés comme rétrogrades et pilotés par des dictateurs. Il est évident que la connaissance du perse et du russe dans de larges strates de la population états-unienne aplanirait les dissensions qui sont actuellement à leur paroxysme. Cela donne évidemment du grain à moudre à une autre organisation qui est l'OEP, ou Observatoire européen du plurilinguisme, piloté par Christian Tremblay. Cet observatoire organise des colloques et, comme son nom l'indique, il prône le plurilinguisme à l'échelle européenne. Son président fondateur est une figure reconnue dans le domaine du plurilinguisme et de la francophonie. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et a suivi une formation à l'ENA. Il a obtenu un doctorat en sciences de l'information en 2002, mais il a commencé sa carrière administrative en 1972 au ministère des Finances, puis à la mairie de Paris jusqu'en 2014. Il a également été collaborateur de Michel Jaubert, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou et ancien ministre du Commerce extérieur de François Mitterrand. En 2005, Christian Tremblay a fondé l'Observatoire européen du plurilinguisme et a organisé les premières assises européennes du plurilinguisme à Paris les 24 et 25 novembre 2005, réunion à laquelle j'avais d'ailleurs assisté. J'ai le plus grand respect pour Christian Tremblay, mais il s'appuie sur l'utopie qui consiste à croire que le problème des langues dans l'Union européenne serait pour chaque citoyen de connaître autant de langues européennes que possible. C'est bien évidemment l'imposition progressive de l'anglais au sein des institutions européennes qui a suscité la démarche de Christian Tremblay, qui ne semble pas remettre en question la pertinence de cette construction européenne sans se rendre compte qu'il s'agit en fait d'une construction états-unienne pour corseter les diverses nations européennes dans un carcan de règles et de directives qui neutralisent leur identité et les initiatives nationales et qui placent et consolident de facto l'Europe dans un statut de vassal vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. En ce sens, Christian Tremblay rejoint Franck Biancheri, ancien directeur des études du laboratoire européen d'anticipation politique et qui a aussi présidé le parti politique européen New Europeans de sa fondation en 2005 jusqu'en 2011. Lors des premières assises du plurilinguisme, j'avais été intrigué par la prise de parole d'une des personnalités invitées qui avait commencé sa présentation en français pour la continuer en allemand, puis en italien, puis en suédois, puis en espagnol, puis en portugais, puis en anglais, pour finalement nous dire en français qu'elle était au chômage. Ce dont il faut bien se rendre compte ici, ce n'est pas le nombre de langues que l'on parle qui est important, c'est ce qu'on a à dire avec. Une Europe de citoyens plurilingues est une utopie car la connaissance et la maîtrise de plusieurs langues étrangères est une affaire d'études opiniâtres, de temps et de coûts tout simplement incompatibles avec la réalisation d'une carrière professionnelle, sauf bien évidemment dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction. Il existe bien sûr des exceptions qui sont l'apanage de ceux qui sont doués, voire passionnés pour les langues étrangères, mais là encore, les hauts salaires ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Comme le polyglotte Claude Piron l'affirmait, la seule solution viable à une communication internationale sans limite,
mettant tout le monde sur un pied d'égalité est celle prônée par les espérantistes, comme je l'ai expliqué en détail dans une de mes vidéos précédentes. Fin de discussion. La troisième nouvelle concerne la Russie. Poutine a signé une nouvelle loi interdisant l'utilisation de l'anglais dans les noms, la publicité, la signalisation et les panneaux d'affichage dans les lieux publics. Dans une vidéo précédente, j'avais déjà évoqué que la Russie légiférait dans le domaine linguistique, mais cette nouvelle loi est particulièrement stricte. En effet, toutes les informations destinées aux consommateurs doivent désormais être en russe à l'exclusion de toute autre langue. Les noms en anglais des complexes résidentiels et des quartiers sont également interdits. Et la nouvelle loi s'applique aussi à toute personne souhaitant déposer une nouvelle marque. Si une telle loi était appliquée en France, elle modifierait sensiblement le paysage des centres d'achat où l'anglais est quasiment omniprésent dans les noms de magasins, les marques et très souvent les modes d'emploi. La quatrième nouvelle est pour rendre compte de la persécution continue que subissent les russophones en Ukraine. La vidéo qui va s'afficher à l'écran montre une femme qui écoute sur son téléphone une chanson russe et des policiers lui intiment l'ordre de la couper en lui expliquant que cela est illégal. Après avoir entendu ces protestations, ils finissent par l'embarquer. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Regardez, c'est édifiant. Это мой частный тигр. Виключте, будь ласка. Будь ласка, надайте документи до технічного освіту. А зачем вам? Я слушаю просто Вы радио. выключите русскую музыку. Это не русская музыка. Это на каком основании я должна В быть? обычном місці заборонено слухати російські пісні. Заборонено. Русские песни я не имею права Якщо слушать зараз не будете где-нибудь. Законні вимоги, до вас буде застосований захід примусу. Подождите, яка разниця? Є Чи різниця, є російська, чи різниця, є китайська? різниця. Вже четвертий рік є різниця, на жаль. Є Хорошо, різниця. яка різниця? Ви не розумієте? Та, щоб цю пісню співав цієї Кобзон, і ми ситуації? всі співали, Ви не і розумієте як? ситуацію? А я розумію тільки Ви не те, розумієте. що наші діди побіділи За в цій свої, побіді. ви за свої 45 років ви не Понімаєте? розумієте, ще не розумієте. Я ще й молюся російською мовою. То що, ви мене будете тепер сажати за те, що я молюсь Богу російською? Сідай, Владимир. Спокойно, аккуратно, аккуратно. Суньте за брат. Давай. Это не зайдем. Розмовляй українською! La cinquième nouvelle concerne encore la Russie, ou plutôt la désinformation grossière destinée aux Français qui lisent encore la presse à grand tirage. Le célèbre magazine Paris Match a été pris en flagrant délit de mentir grossièrement à ses lecteurs en affirmant que les autorités russes affichent une volonté de russification forcée de certaines régions d'Ukraine conquises récemment et revendiquées par la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale, alors qu'il s'agit là de la Nouvelle Russie, une région qui a toujours été russophone presque à 100%. Je rappelle ici que mon rôle n'est pas de prendre parti pour l'Ukraine ou la Russie, mais de simplement décrire ce qui se passe dans cette région du monde d'un point de vue purement linguistique. Empire du mensonge maintenant, et je voudrais parler d'une magazine Paris Match qu'on pourrait plutôt rebaptiser Paris Mensonge, qui vient de sortir un article franchement honteux sur Mariupol. Donc déjà sur cet article, vous n'avez pas une photo du Mariupol tel qu'il a été reconstruit par les Russes depuis maintenant plus de 2 ans, donc qui est quelque chose d'assez impressionnant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a reçu une mission qui a été commanditée pour mentir sur Mariupol. Donc ce qui est intéressant, je vais reprendre quand même les articles, les arguments qui ont été donnés dans cet article pour les démonter un par un. Tout d'abord, le titre est incroyable, Russification de Mariupol. Mais Mariupol est une ville russe, il n'y a pas besoin de la russifier. Et c'était intéressant, c'est qu'en fait ce thème aussi, je l'avais vu chez Thionnet, qui est un enfant qui a été élu député européen, qui est conseiller de Jordan Bardella pour les questions internationales. Et donc, cet enfant, ce post-adolescent, a été invité en Crimée et il a parlé de la russification d'Odessa.
Alors, Odessa a été construit par les Russes, par la Grande Catherine. Donc, on ne voit pas comment les Russes auraient pu, au 19e siècle, russifier une ville qu'ils avaient eux-mêmes construite et qu'ils avaient eux-mêmes peuplée. Donc, en fait, ça, donc, c'est clairement un article de commande. Il n'y a pas de besoin de russifier Odessa, ni Mariupol. Ce sont des villes russes. Et donc, au contraire, tout ce qui a été fait dans cette ville, c'est depuis 2014, donc entre 2014 et 2022, c'est une tentative d'ukrainisation forcée qui a échoué. De la même manière que la tentative d'ukrainisation forcée qui avait été générée par Staline entre 1922 et 1932 a échoué, puisque dans la mesure, à partir du moment où vous laissez les habitants parler la langue qu'ils veulent, ils se remettent à parler russe. Rappelons que les immigrés ukrainiens en Pologne se remettent à parler russe, puisqu'en Pologne, il n'y a pas de loi qui interdit l'utilisation du russe. Donc, c'est exactement ce à quoi on assiste. Donc ça, c'est un énorme mensonge. Ensuite, la langue ukrainienne, contrairement à ce que raconte cette journaliste, n'a pas été interdite. Simplement, il y a une langue officielle, c'est la langue russe. Et il n'y a pas besoin de donner un statut à la langue ukrainienne qui n'est pas interdite. Elle peut être enseignée dans les écoles si les parents le désirent, mais à Mariupol, c'est une ville 100% russe. En revanche, vous allez dans la région plus à l'ouest de Kherson, ou en Crimée, la Crimée russe a donné un statut à l'ukrainien et aux Tatars. Ce que n'avait pas fait d'ailleurs l'Ukraine à l'époque. Le tatar n'avait pas le statut de langue officielle sous la Crimée occupée par le régime de Kiev. La 6e nouvelle nous vient du nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui exhorte la Grande-Bretagne à augmenter son budget de défense, faute de quoi les Britanniques devront apprendre le russe suite à l'anticipation de la conquête à venir des Russes de toute l'Europe continentale, selon lui bien sûr, et des industries d'armement en coulisses qui lui dictent son discours. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on entend ce type de discours. La ruse des industries d'armement, particulièrement les américaines, qui s'appuient sur la peur, est pourtant évidente et grossière, et également elle masque mal le mépris de la langue russe qui semble être l'horreur absolue alors qu'elle n'est ni meilleure ni moins bonne qu'une autre langue, d'un point de vue strictement linguistique. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que si la connaissance de la langue russe était plus répandue dans le monde occidental, les points de vue russes seraient certainement mieux compris par les foules et l'antagonisme entre l'Occident et la Russie que les dirigeants occidentaux essayent de susciter dans les populations serait sans doute beaucoup plus difficile à répandre. La 7e nouvelle nous vient du président Poutine qui déclare que près de 2 millions d'Israéliens sont russophones, ce qui explique sans doute les précautions prises par le gouvernement russe dans ses prises de position vis-à-vis des conflits concernant Israël. Contrairement aux pratiques françaises en la matière, un russophone est, pour les Russes, presque un Russe, à qui la Russie doit prêter main forte en cas de besoin et vis-à-vis duquel elle doit démontrer au minimum une certaine solidarité. La 8e nouvelle concerne les propos récents de Jean-Louis Mélenchon, le chef du mouvement qui se nomme la France Insoumise. Lors d'un colloque tenu récemment, il a annoncé que la langue française n'appartenait plus aux Français et qu'il fallait rebaptiser la langue française en langue créole. Jean-Luc Mélenchon a défendu l'idée d'une langue française façonnée par le mélange. Elle a emprunté, dit-il, de tous côtés. Voilà pourquoi il y a tant de mots d'arabe en français. Il y a aussi des mots russes, espagnols, hébreux. Il y a de tout et c'est tant mieux. Mélenchon a également souligné que le français a émergé du latin et a emprunté énormément au grec ancien. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Je préférerais, dit-il, qu'on dise que nous parlons tous le créole parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela serait sans doute plus vrai. Curieusement, Mélenchon ne dénonce absolument pas l'anglomanie tous azimuts, qui, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, est un phénomène totalement artificiel qui n'a strictement rien à voir avec l'évolution naturelle de la langue. Ensuite, il ne semble pas se rendre compte que le cas du français est le même que celui de l'espagnol, ou du portugais, ou de l'anglais, langues qui se sont toutes répandues par la colonisation au sens large en dehors de l'Europe. On parle toujours d'espagnol ou du castillan, pas du créole.
Contrairement à certains Européens, les États-Uniens disent qu'ils parlent anglais, jamais l'américain, qui n'existe que dans les cerveaux des Européens mal informés. Certes, il existe des particularismes locaux. Les Belges ont des mots et des expressions qui ne sont pas utilisés par les Français de la même façon que les Québécois, ce qui n'empêche pas une intercompréhension naturelle. Il en est de même pour l'espagnol, et un locuteur natif de langue espagnole sait naturellement discriminer entre un Mexicain, un Argentin ou un Péruvien. Dans aucun cas, on ne parle de créole. L'ossature du castillan est bien celle de la langue parlée en Argentine. Il en est de même avec le français ou le portugais, en dépit bien sûr des différences d'accent et d'intonation. Mais Mélenchon n'en est pas à une ânerie près sur un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Qu'on vienne me dire comment les 100 millions de Congolais, ou bien les millions de Sénégalais, n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent, et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous, à parler, nous, Français, je me situe à cet instant-là. Et puis les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. Eh bien, quand j'en ai fait la recherche pour savoir où on en était, on m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Car une France qui est la France, et où 40% de la population parle une autre langue, ça m'étonnerait qu'ils l'aient appris tous à l'école. Je pense qu'ils l'ont appris dans un processus de créolisation familiale, car tous tels que nous sommes, notre mère, notre père nous a chanté des chansons pour nous endormir, et en général, pour avoir soin de nous, et nous disent des mots d'amour et de tendresse dans notre jeune âge, qui sont ceux de la langue d'origine, même si ensuite on en parle une autre ou plusieurs à la fois, et vous voyez que c'est plusieurs à la fois. La France a une raison de plus, et c'est le moment de le dire, de ne pas s'approprier la langue créole commune. Car elle ne fait pas le travail. La 9e nouvelle est une mise en garde contre les outils d'intelligence artificielle, tels que ChatGPT ou DeepSeek. Les linguistes craignent une régression du vocabulaire chez tous leurs utilisateurs, puisque les outils d'intelligence artificielle cherchent à répondre dans une langue dite moyenne, comprise par tous. Mais de toute évidence, ceux qui émettent cette critique semblent ne pas avoir vraiment expérimenté un outil tel que DeepSeek, qui s'adapte remarquablement bien à ses interlocuteurs et qui raffine ses réponses en fonction des désirs et des connaissances de ses utilisateurs. Bien entendu, l'outil d'intelligence artificielle est dans l'impossibilité de démontrer une véritable créativité, mais on ne le questionne pas pour cela. Les traducteurs et les interprètes professionnels rejettent en bloc les outils de traduction car ils ont le sentiment qu'ils leur volent leur travail et qu'ils ne sont pas à la hauteur des humains qu'ils tendent à remplacer. Il faut toutefois tester les progrès faits en traduction automatique pour en juger. De Google Translate à DeepL Translator jusqu'à DeepSeek, les progrès accomplis ont été remarquables. Le littéraire répugne d'avoir recours à des outils techniques, mais cela n'a aucune justification sérieuse si ces outils sont utilisés à l'intérieur des limites de leurs possibilités, sans espérance excessive ni fantasme basé sur une science-fiction conçue principalement par des non-scientifiques. Le mathématicien Luc Julia, l'arrière-petit-neveu du célèbre Gaston Julia, a justement tempéré les délires associés à l'émergence des outils d'intelligence artificielle, en grande partie suscités par les innombrables productions cinématographiques états-uniennes à grand spectacle. Je terminerai cette vidéo par la question lancinante de l'avenir du peuple québécois dans un contexte où l'élection du libéral Mark Carney à la tête du Canada n'a été rendue possible que par la menace proférée par le président Trump de faire du Canada le 51e État des États-Unis d'Amérique. La population québécoise a estimé que Mark Carney était le plus à même de défendre le Canada contre l'impérialisme états-unien.
Le fait que Charles III soit le chef officiel du Canada et le fait que le 27 mai dernier, il a officiellement ouvert la 45e législature du Parlement canadien à Ottawa en prononçant le discours du trône, rappelle constamment aux Québécois qu'ils sont sous la coupe d'une puissance étrangère, que leurs aïeuls ont combattu et régulièrement la symbolique déployée par le gouvernement fédéral sous la coupe de la majorité anglophone est là pour qu'ils s'en souviennent. Pourtant, il serait facile d'apaiser les tensions en affranchissant le Canada définitivement de la couronne britannique et en entérinant pour de bon la francophonie canadienne, non seulement dans la Constitution, mais dans la réalité économique du pays. Mais le jeu d'Ottawa est différent. Ottawa mise sur le temps long pour réduire à néant la réalité québécoise en affichant la volonté de rendre la province de Québec bilingue dans un premier temps et de noyer sa francophonie sous une avalanche migratoire qui mettra les francophones de souche en minorité. Charles III a fait son discours du trône en alternant l'anglais et le français, mais les deux langues et les catégories économiques auxquelles appartiennent les communautés françaises et anglaises sont toujours loin de l'égalité. Et l'équation économique est toujours largement favorable au Canada anglais qui cherche toujours à s'approprier encore et toujours davantage de ressources de base de la province de Québec. Beaucoup d'observateurs, dont Mathieu Bock-Côté, bien connu des Français pour ses commentaires télévisés concernant la politique de leur gouvernement, sonne la sonnette d'alarme. Le peuple québécois est une réalité vivante que le gouvernement fédéral cherche à diluer et rendre insignifiante. Il prône l'indépendance, qui, selon lui, est la seule condition qui assurera la pérennité d'un Québec français à long terme et sa décolonisation effective sur le plan économique. Enfin, je voudrais mentionner la publication du document qui s'affiche à l'écran, le rapport au Parlement sur la langue française de mars 2025, préparé par la DGLF-LF, c'est-à-dire la Délégation générale de la langue française, sous l'égide du ministère français de la Culture. D'après ce rapport, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On y parle de favoriser, je dis bien favoriser, la langue française lors de l'évaluation du travail des chercheurs et des professeurs d'université travaillant en France. On y parle de promotion du français, comme si elle n'était pas faite à l'envers par le président Macron chaque fois qu'il en a l'occasion. Bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut absolument pas faire de vagues et dénoncer par exemple l'absence du français lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le rapport se focalise également sur le travail de la DGLF pour l'enrichissement du vocabulaire français dans les nouvelles techniques de communication, dans l'informatique et même dans les jeux vidéo. Nous nous réjouissons en effet que Business France, un organisme gouvernemental, se nomme Business France, créateur d'opportunités business, je cite. Le ridicule, nous le savons, ne tue plus depuis longtemps en France. Le rapport nous livre aussi une dissertation du mandarin Bernard Cerchiglini qui nous explique que la langue française est une affaire d'État. Le rapport ne fait pas l'économie de recommandations. Il faut faire ci et ça, encourager ceci et cela, s'imposer dans les techniques numériques, etc., etc. On se félicite de l'installation d'ALT-EDIC, Alliance for Language Technologies, European Digital Infrastructure Consortium, au château de Villers-Cotterêts, qui fonctionne en anglais, soit dit en passant, alors que le logiciel chinois DeepSeek s'avère déjà être un expert en intelligence artificielle nettement supérieur au produit concurrent américain ChatGPT, qui a monopolisé infiniment plus de moyens et de budget. Bref, on arrive en retard et la souveraineté française ou européenne en intelligence artificielle est plus lointaine que jamais. Mais en travaillant en anglais, nous allons y arriver. C'est le genre d'ineptie qui transpire de ce rapport. Autant dire qu'on est bien parti. Voilà, je vais terminer ici. Je n'ai pas encore terminé la recension du livre de Brigelli, La fabrique du crétin, à propos de l'importance de la langue et que je finirai lors d'une prochaine vidéo qui sera publiée sans doute début septembre.
Pensez à faire un don à l'association Francophonie Avenir, qui est probablement la plus active en faveur de la défense du français de toutes les associations françaises qui se consacrent à ce même thème. Profitez de l'été pour acheter mes bouquins qui n'ont pas pris une ride, surtout les 2 derniers, à savoir Une colonie ordinaire du XXIe siècle et La nouvelle guerre contre l'intelligence, en 3 tomes. Tous mes souhaits à tous pour un excellent été. Prochain rendez-vous en septembre.